vous avez un petit peu divulgaché ce qu'était le dictionnaire des francophones pour prendre un verbe qui remplace bien spoiler. Donc si vous voulez l'utiliser, ça fait toujours sourire et voilà, il existe, donc il faut en profiter. Et puis, vous êtes assez nombreux dans la salle, je m'en réjouis, mais vous êtes également présents sur YouTube pour les personnes qui nous suivent à distance. Je vous invite en tout cas en attendant à vous connecter directement sur le dictionnaire des francophones pour voir ne serait-ce que sa nouvelle page d'accueil qui a été mise en ligne au mois de juillet, donc assez récemment, pour lui donner, on va dire, un petit coup de jeune. Voilà, on reste dans la thématique de la jeunesse. Ok, alors je vais m'excuser auprès de... Voilà, je vais m'excuser auprès de Nicoletta qui est un petit peu en direct et puis je vais évidemment rendre hommage à son travail parce qu'on a travaillé un peu de concert toutes les deux, donc voilà, Nicoletta, je sais que tu nous entends de là où tu es. Alors, pour le dictionnaire des francophones, donc comme l'a annoncé Manuel Jobert, c'est un outil qui n'a pas été choisi par hasard. Il y a certes une volonté présidentielle, mais il y a surtout la réponse à un besoin qui est le besoin de représentativité. Donc, on répond en cela à un double objectif, c'est faire en sorte qu'un dictionnaire existe, qui ne soit pas un dictionnaire d'experts. Donc on va rompre avec le dictionnaire qui est fait par des lexicographes, fait par des linguistes, avec voilà, différentes expertises universitaires. On va rompre avec ça pour que le dictionnaire soit un outil qu'on s'approprie, mais également donner d'autres usages à un dictionnaire. Je ne sais pas vous, mais quand on utilise un dictionnaire, en général, c'est parce qu'on veut vérifier la définition d'un mot. Là, ça va plus être pour vérifier si notre usage est bien valorisé, est bien mis dans le dictionnaire. On ne va pas forcément aller chercher une définition pour vérifier l'orthographe, la justesse, etc., mais bien pour afficher quelque part, avoir un espace où on peut s'exprimer. Et on sait que la réalité qu'on vit, les pensées qu'on a sur le terrain existent, sont regroupées quelque part et sont disponibles pour tous. Donc on n'est pas dans la même démarche et c'est en cela qu'il y a une double rupture. C'est qu'on va non seulement ne plus être sur un outil qui est fait pour les experts, vous pouvez vous connecter, avoir simplement votre adresse courriel, j'allais dire mail, mais restons sur le courriel, et ensuite ajouter soit une définition, soit un exemple, soit des synonymes d'un mot que vous connaissez, etc. Donc c'est à vous de vous approprier en tout cas cet outil. Ça m'a fait penser en tout cas à deux citations, excusez-moi. Une d'Aimé Césaire, et j'ai beaucoup aimé son expression « le vouloir dire ». Et ben, c'est un petit peu ça, ce que fait le dictionnaire des francophones. C'est pas tellement aller chercher une définition, c'est vouloir dire et vouloir que ce soit visible. Donc on est vraiment sur cette notion-là, elle est illustrée en fait. J'ai plié la langue française à mon vouloir dire. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que les experts, les académies, les institutionnels vont quelque part se plier à la volonté et à la réalité très vivante des francophones. Donc c'est un petit peu ça, on va dire, l'ambiguïté de cet outil, c'est que ça va incarner les usages et ça va permettre à chaque francophone de faire voir sa réalité et sa créativité. Donc ça répond quand même, vous l'avez vu, assez bien à la problématique du jour, qui est représentation de soi et inclusion, puisque là, typiquement, d'un point de vue lexicographique, on va laisser la place à tous les parlers des régions du Canada. Je mets région entre guillemets. Je reviendrai sur ça ultérieurement, puisque nous, on va plutôt parler d'aire linguistique.
Ne pensez pas administration, ne pensez pas politique. La politique est changeante, n'est-ce pas? Elle est mouvante. Il y a des statuts juridiques pour définir si un parler français est légitime, s'il est représenté dans la littérature, s'il est représenté dans les textes de loi. Ici, on va dépasser ça. On va aller vers l'usage et on va mettre les parlers français au pluriel. Et c'est non seulement un pluriel de la diversité, mais c'est aussi un pluriel d'échelle. C'est-à-dire qu'on est sur quelque part du grand dans du grand et du petit dans du petit. Quand on parle de région, on va pouvoir, dans le dictionnaire des francophones, faire un zoom Canada, donc on choisit le filtre Canada, après aller dans une région, puis ensuite choisir dans telle région un filtre par domaine, exemple Alberta, le droit, Québec, je sais pas moi, botanique. Donc on va avoir comme ça ces systèmes de zoom et de dézoom un petit peu sur la langue française. Et c'est ça qui fait autorité, c'est la description pour et par les francophones. Donc ça donne aussi un grand champ de recherche, je vais y arriver, sociolinguistique, puisque ce qui était minorité, quelque part, va pouvoir devenir visible. Et ce qui va compter, c'est la contribution même des francophones. Alors, soit des natifs, soit de ceux qui auront voyagé et qui auront entendu dans une région et qui auront envie aussi de partager leur expérience de voyage. On est un petit peu sur un carnet de voyage linguistique, finalement. Vous avez remarqué, et voilà, Nicoletta, j'ai mis ton petit logo, puisque vraiment, je vous invite à aller voir et à aller lire son article qui parle d'altérité. Et on est vraiment sur cet objectif-là, en tout cas. Oui, il y a une validation scientifique, dans le sens où le dictionnaire des francophones, qui recoupe actuellement à peu près 600 000 mots, ça vient de ressources existantes. Alors, des dictionnaires qui existent déjà, qui étaient soit en version papier, soit déjà numérisés. Et voilà, mon bonjour et puis tous les remerciements et les bravos à mon collègue Sébastien Gatier, parce que c'est lui qui est responsable des données lexicographiques. Donc, tout ce que vous voyez dans un dictionnaire, eh bien, il a trouvé des méthodes pour réactualiser, rééditer et les insérer. Ok, on a cette base-là, qui est une base experte. Donc, quelque part, une validation scientifique. On a une agglomération académique, scientifique, validée. Mais ce qui va compter, c'est finalement l'appropriation et la vision assez démocratique de la linguistique qui va s'imposer dans cet outil. Alors, je cite Nicoletta qui disait « On est finalement tous un peu des lexicographes profanes ». Voilà, on parlait d'experts. Ici, le profane a sa place. Et en tout cas, on n'est pas passif, on n'est pas forcément dans une position de lecture d'une définition ou d'un antonyme ou d'un synonyme, mais on va être là pour contribuer et également valider. Je reviendrai sur cette notion de validation. Donc, je vous ai parlé des ressources existantes qui font le cœur du dictionnaire des francophones, en tout cas qui ont permis d'alimenter énormément cet outil. Donc, on arrive aujourd'hui à 600 000 mots et expressions francophones. On va dire que les deux ressources qui nous intéressent beaucoup aujourd'hui, c'est la BDLP, base de données lexicographiques pan-francophones, qui nous a permis d'intégrer environ 24 500 définitions, et le grand dictionnaire de terminologie qui nous vient de l'Office québécois de la langue française, l'OQLF pour les intimes. Donc, c'est pour les régions qui nous intéressent aujourd'hui, on va dire notre socle, notre base scientifique, mais là encore, il peut y avoir une réappropriation. C'est-à-dire que d'habitude, on va scinder tout ce qui va être scientifique de tout ce qui va être étudiant, ou grand public. Voilà, on a une distance et peut-être une timidité aussi à dire « je m'exprime comme ça, moi j'utilise ce mot dans tel ou tel contexte ». Eh bien là, même sur une ressource qui est une ressource scientifique admise, on va pouvoir la commenter et l'alimenter. C'est un petit peu comme si vous aviez votre professeur en face de vous, il vous dit quelque chose qui est, oui, valide. La question n'est pas de le contredire ou pas, mais de dire au professeur, moi, je peux ajouter ça.
regarde, ou regardez, si vous êtes dans le vouvoiement, regardez, actuellement, on dit ça comme ça. C'est l'usage actuel, c'est l'usage contemporain. Je l'ai entendu dans une émission, je l'ai entendu dans un balado ou dans un podcast. Bref, on peut actualiser avec une légitimité aussi de la source. Puisque quand on parle de source, en général, surtout si vous êtes en master, vous savez que quand vous citez votre source, il y a certaines règles et certaines nomenclatures et on doit bien vérifier ces sources. Là, votre source, c'est votre vécu. C'est votre vécu, c'est ce que vous aimez, ce que vous écoutez, si c'est du rap, si c'est une émission populaire, si c'est la presse écrite, si c'est la presse à la radio. Enfin, ça n'a pas d'importance dans le sens où vous avez comme base votre vécu. Alors, je regarde l'heure. Oui, c'est bon. Je vais essayer de faire une nouvelle fois un peu confiance à la technique, puisque vous avez 2 liens, et puis s'ils ne fonctionnent pas, c'est pas grave, je les connais, et je vous expliquerai ce que j'avais derrière la tête. Alors, vous avez une sorte de forme un petit peu géométrique qui vous dit que dans le dictionnaire des francophones, vous avez 867, parce que quand je l'ai mis, c'était 66, mais on a eu une contribution, 867 mots qui viennent d'Acadie, 5 du Manitoba, 12 360 du Québec, et voilà, 8 de l'Ontario, et 2342 qui viennent du Canada. Donc là, vous vous dites peut-être, comment ça se fait que parfois il y ait Canada, parfois Ontario, est-ce qu'on met l'étiquette Canada parce qu'on ne sait pas, parce que c'est toutes les régions? Et ben, c'est en fait là qu'on a besoin des contributeurs. C'est là que vient cette contribution citoyenne et très démocratique. Quand on met étiquette Canada, c'est sans doute parce que notre source académique nous dit que c'est le Canada, mais en tant que locuteur, sentez-vous légitime de dire « Ok, moi je l'ai entendu un peu partout au Canada, mais plus spécifiquement en Ontario. » Et si vous avez une source, voilà, ça peut être une discussion entre amis, ça peut être, comme je vous ai dit, une émission que vous avez entendue. Du moment que vous arrivez aussi à l'expliciter sur le DDF, puisque vous avez un espace pour le faire, eh bien c'est tout à fait possible. Et quand je vous parlais justement des régions, en mettant des guillemets et en étant un peu prudente, c'est parce qu'on préfère parler d'aire linguistique, qui va au-delà, je vous ai dit, des aléas administratifs et puis des textes juridiques. Donc, on va compter, en tout cas dans le dictionnaire des francophones, environ 300 aires linguistiques et pourquoi pas d'autres qui vont apparaître. En tout cas, c'est l'usage qui va décider des étiquettes. On les appelle étiquettes, Sébastien et moi. D'autres mots sont les bienvenus, mais en tout cas, pour donner cette coloration, et un mot peut avoir différentes nuances dans les couleurs. Je parle de couleurs un peu exprès. Vous voyez que vous avez le petit logo là qui bouge avec des couleurs assez sympathiques pour vous inviter à vous connecter. Eh bien, le bleu cyan, si ma vue est bonne, c'est pour toute la zone nord-américaine. Donc, on va se repérer avec ce petit système de couleurs. Les autres couleurs, je vous laisse aller sur la page d'accueil, tout est très bien expliqué. Ça va vous indiquer d'autres aires linguistiques. Et c'est pour ça, typiquement, que le dictionnaire des francophones, pour l'année du Canada, c'est assez pertinent. C'est-à-dire qu'on va pouvoir non seulement porter les parlers canadiens au sens un peu macro, mais aussi si on a différentes interventions avec, pourquoi pas, des experts, mais aussi, on l'a dit, la société civile, des étudiants, des bénévoles, eh bien, on va pouvoir aller chercher dans les minorités, minorités linguistiques. C'est un mot, évidemment, que vous pourrez contester et qu'on peut revoir et qu'on peut questionner. Là encore, les experts ont leur place. Et c'est en cela que... On va croiser les doigts pour que ça marche? Oui, ça marche. C'est en cela que les experts et les profanes, appelons-les comme ça, peuvent en fait s'amuser un petit peu avec les données du DDF. C'est aller ajouter des mots et ensuite les cartographier. Par exemple, là, vous voyez que pour l'Ouest canadien, j'ai pas d'exemple, en tout cas pas d'exemple étiqueté. Donc, ne tient qu'à vous si vous avez un vécu et des expériences qui font que. L'Ontario, j'ai quelques exemples. Je l'ai mis à la main, tout ça. Hein. Là, mon but, ce serait de pouvoir automatiser ça. C'est-à-dire que là, j'ai ma carte que j'ai
que j'ai codé avec Python, et ensuite je l'ai mis sur GitHub. Donc si ce que je vous dis n'a pas trop de sens, en gros, il faut user un petit peu du code et des outils en open source, donc en accès libre, pour pouvoir coder un peu à la main. Mais si on peut automatiser tout ça, ça donne quand même une représentation assez sympathique de ce que peut être le français au Québec ou dans d'autres régions du monde. On va tester le second lien. Pas du tout. Ça va pas marcher. Je réessaye, mais je vais pas me battre. Donc, ce que j'ai essayé de faire aussi... Non, pas de souci. C'est que... Non, voilà. Quand je disais qu'on pouvait faire des cartes, on peut aussi faire des graphiques. C'est-à-dire que si on veut avoir une approche très quantitative, j'avais fait ce qu'on appelle une carte de chaleur, donc rien à voir avec le changement climatique. C'était une carte qui permettait en un coup d'œil de voir, ok, j'ai des mots qui sont à la fois en Acadie et en Ontario. J'ai des mots qui ont l'étiquette à la fois Canada, à la fois Québec. Visuellement, c'est quand même plus sympathique que d'aller fouiller comme ça dans les filtres du DDF, qui encore une fois ont le mérite d'exister, mais ne sont pas encore très visuels. Alors, s'il te plaît, fonctionne. Voilà, oui. Donc, à propos de visualisation, on a un de nos partenaires qui est la Cité internationale pour la langue française, qui a eu le mérite de faire une petite installation assez sympathique où, avec un écran tactile, vous allez voir ce système de couleurs. Et quand je dis vous allez voir, ouais, ça fonctionne. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière, s'il vous plaît, quand il y a une projection? Alors, vous avez le rose. Voilà, je vous laisse deviner. Vous avez le bleu cyan. On va toucher, on va voir ensuite les définitions apparaître et on est dans un écran tactile. Donc l'idée, c'est évidemment d'avoir ça, pourquoi pas, dans d'autres endroits, peut-être en moins ambitieux d'un point de vue coût et installation numérique, mais je pense notamment pour faire découvrir des mots et des corpus à Short Edition qui, dans les gares ou sur le réseau de la RATP, fait découvrir des très petites, des très courtes, nouvelles. Et ça permet comme ça de connaître des auteurs, des régions du monde via des écrits. Donc pourquoi pas avoir des distributeurs aussi de mots du dictionnaire des francophones dans une gare, ce serait tout à fait pertinent. Et que ce soit en papier ou en numérique, en tout cas, il y a tout à inventer. Et c'est plus on va dire, un laboratoire d'idées, finalement, ce dictionnaire des francophones, qui, loin d'être parfait comme tout outil numérique, a le mérite d'exister et est perfectible. Donc, hop, on va essayer de jongler un petit peu et d'aller sur, voilà, cette slide-là, cette diapositive. Il faut vraiment que je me corrige. Hop là. Vas-y, voilà. À propos de visualisation, je vais essayer de lancer la vidéo, mais pareil, pas de crainte. Je vais pas mettre le son, comme ça je vous la commente. Puis, de toute façon, vous avez des sous-titres. Tous les mois, comme son nom l'indique, puisqu'il s'agit des mots du mois, on invite un ou une francophone à venir au PAVM. Donc, c'est le pôle audiovisuel de Lyon 3. Et on fait une courte vidéo pour partager mots et expressions préférés. Donc, ça peut être une personne francophone native ou quelqu'un qui a appris la langue française. Donc, on peut être en situation de bilinguisme, trilinguisme. Tous les francophones et les francophiles sont les bienvenus. J'insiste aussi sur ce deuxième terme, puisqu'on a tendance à écarter certaines régions ou certains groupes, certaines communautés en se disant est-ce qu'ils sont ou pas vraiment francophones? On ne naît pas francophone, on le devient. Voilà, s'il y a une appétence, s'il y a un désir de vouloir connaître la culture française, ses supports de communication, ses supports audiovisuels et la littérature, évidemment que c'est un premier pas. Et puis, on l'évoquait tout à l'heure avec Manuel Jobert, il y a les fameux échanges, il y a les doubles diplômes, l'université est faite pour ça. Je vais lancer une autre vidéo qui montre le voyage des mots
tout à fait possible. Donc là, on a l'expression avant midi qu'on peut trouver au Canada, donc petit zoom. On la trouve au Liban. On a été confirmée par une jeune femme libanaise pas plus tard que la semaine dernière. Et on retrouve dans deux autres pays du continent africain. Et on atterrit en Belgique. Évidemment, c'est un voyage qui n'est pas exhaustif. On pourrait en rajouter. Là encore, c'est fait avec code Python et sur GitHub, donc à la main, mais l'automatisation pourra faire des merveilles. Alors, les mots du Canada et les régions de France, puisque les entretiens Jacques Cartier, c'est quand même finalement le lien entre la région Rhône-Alpes et puis les régions du Canada. Entendez par région, j'insiste bien, les aires linguistiques. Pareil, on peut se faire une... Oh pardon, je ne vous ai pas mis en plein écran. On peut faire une petite toile. Alors l'idée... mais là, pareil, il faut automatiser et tout, c'est un petit peu plus complexe, mais c'est d'avoir des toiles qui sont un peu comme des toiles d'araignée. Les toiles d'araignée sont jamais, on va dire, complètement symétriques. On va pouvoir avoir un côté comme ça qui va partir. Et ce qui peut être encore plus visuel, c'est quand plus il y a de données, plus la toile va s'allonger. Donc comme ça, visuellement, on aura cette toile qui montre que... bah tiens, pour finalement les mots qui se retrouvent à la fois au Canada et dans les régions comme Champagne, Limousin, la Loire, Nantes, Poitou et Picardie, on a seulement 2 données. Donc la toile, elle va plutôt vers l'intérieur. Pour Québec, pour des termes qui se retrouvent à la fois au Québec et en France, on étend un peu la toile, on va avoir 15 termes. Donc tout ça, voilà, ça vous donne une idée du pourquoi on n'est pas très à l'aise avec région, parce que vous avez vu, j'ai parlé de la Champagne, et après j'ai parlé de Nantes, qui est une ville. Donc en fait, on n'est pas stricto sensu sur des définitions administratives. Et je vous ai parlé de zoom et de dézoom. C'est vraiment cette idée qu'il faut garder en tête. Et à propos de dézoom, donc là vous avez une carte de la France... des régions d'outre-mer de France, et sur toutes les régions qui sont colorées, ce sont des régions où il y a des données pour le DDF. Donc quand on vous dit que la francophonie est présente partout, à partir du moment où on a une carte et où on prend la peine de visualiser, donc de faire de la visualisation des données, on se rend compte de la pertinence du propos. Là, pareil, si on retourne sur notre petite toile, on voit qu'on a des termes qui se retrouvent à la fois au Canada, mais aussi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est une région un petit peu moins connue en général des franco-français. Donc c'est pareil, ça fait pas de mal d'aller dans le dictionnaire des francophones, ne serait-ce que pour savoir que certaines zones existent, tout simplement, parce qu'on a tendance à parler, on le disait tout à l'heure, peut-être beaucoup du Québec quand on parle du Canada, ou de se centrer toujours sur la France en parlant de francophonie. Bon, là, pour le coup, avec le dictionnaire des francophones, on a une vision complètement décentrée et on est polycentrique. Voilà, ça vous donne une idée avec l'étymologie de ce dont il est question. Voilà, donc tout ça, ça va être des représentations un petit peu visualisées. Tout à l'heure, si vous avez un petit peu suivi, je vous ai parlé de validation. Alors, pour moi, c'est une progression à faire dans le dictionnaire des francophones, mais en gros, on a un peu un système de vote. C'est-à-dire que vous, en tant que francophone, vous pouvez voter en disant « ça, je l'ai effectivement entendu » ou alors « ça, je ne l'ai pas entendu ». Et plus on va avoir de votes, plus ça va aussi donner de la crédibilité. Malheureusement, aujourd'hui, ça s'appelle validation. Voulez-vous valider cette définition? Et c'est là qu'on se rend compte de l'attitude que ça peut susciter. Quand on voit marqué validation, moi la première, quand j'ai pris ce projet en avril 2024, donc assez récemment, puisqu'il existe, comme le disait Manuel Jobert, depuis 2021, il a été mis en ligne en 2021, pour fêter le Covid. Bref, mais en tout cas, moi la première fois que je suis tombée sur ça, personne n'a validé cette définition. Mon premier réflexe, c'était « mais qui est l'expert ? Qui est l'expert à contacter pour valider cette définition ?»
Ce qui veut dire que on a quand même des grands écarts et une gymnastique à faire entre DDF, outils linguistiques et scientifiques, et le DDF en tant qu'outil pour et par leur locuteur. Alors, chère Nicoletta, qui est aussi avec moi sur WhatsApp, donc elle voit très bien où j'en suis, eh bien, on avait fait un petit zoom sur le français acadien. Je vais évidemment pas vous lire tout ce qu'elle a mis dans son tableau, mais ce qui est aussi agréable avec ses travaux, c'est qu'on va en tout cas aller valoriser ce qui vient de la région d'Acadie, qu'importe les usages. Donc on va indiquer si c'est formel ou informel, on va indiquer si c'est sourcé par un dictionnaire déjà existant, mais ce qui va compter, c'est davantage comment ça peut être actualisé aujourd'hui. Parce que quand on va parler de français acadien, j'espère que je ne dis pas de bêtises, comme ça je peux vérifier, elle va me dire si je mets pas en valeur son travail. Mais quand on parle de français acadien, en tout cas pour le grand public, ça va, et quand je dis grand public, c'est les francophones un petit peu avertis quand même, ils vont plus penser instinctivement aux archaïsmes. Alors que là, avec le dictionnaire des francophones, ce qui était considéré comme archaïsme, eh bien, va pouvoir être actualisé par des locuteurs jeunes qui vont se réapproprier. Et ce phénomène-là, on l'a vu dans des chansons de rap aussi, à savoir balmusette ou des expressions un peu, j'allais dire old school, pardon, désuètes qui sont en fait remis au goût du jour par des chansons de rap. Et là, typiquement, on va se réapproprier. On s'en fiche que ce soit notre grand-mère ou notre grand-père qui disait ça, c'est redevenu à la mode, c'est réactualisé, donc je peux le mettre dans le dictionnaire des francophones. Cette réactualisation, elle se fait sur différents groupes grammaticaux, voilà, qui sont aussi définis et classés dans le dictionnaire des francophones. Donc on a des classements, je vous ai dit, par aire linguistique, mais également par usage, donc domaine. Je vous ai donné l'exemple de botanique, le droit, etc. Mais aussi, évidemment, par classe grammaticale. Alors, on a quelques expressions. Aller à la Valdrague, tuer la vieille année, enragé comme un blé d'Inde et une petite affaire. Je ne vous donne pas les définitions, je vous laisse aller les chercher, mais j'aime beaucoup le blé d'Inde. Je ne sais pas pourquoi. C'est celle qui me parle le plus. L'humeur du jour, peut-être, je ne sais pas. C'est beau. C'est beau, oui. Voilà. Le blé d'Inde, être enragé comme un blé d'Inde. Alors qu'il y a quelque chose d'un peu violent, quoi. Le coup d'adonnance aussi. Alors, j'en profite aussi parce que quand j'ai fait ces diapositives, ce qui était amusant, c'est qu'en fait, j'avais le correcteur automatique qui me disait vous avez fait des erreurs. Il y avait le rouge comme ça partout. C'est pas des erreurs. C'est pas des erreurs, c'est du français. Donc, merci le correcteur automatique et merci l'IA d'essayer de me dire que ce que je raconte est une erreur, mais c'est faux. C'est du français. Donc, c'est pour ça, quand vous donnez votre texte à réviser à une IA, faites attention parce qu'au lieu de vous élever le niveau, elle va juste uniformiser votre texte. L'IA, elle n'est absolument pas entraînée, non seulement avec du contenu français, mais encore moins avec du contenu francophone. Donc, si vous parlez de francophonie et que vous vous servez de l'IA, pas de problème. Je le fais aussi à peu près tous les jours, me servir des outils de l'IA, notamment pour coder. Mais surtout, relisez-vous. Parce que ça va complètement lisser votre propos et ça va pas du tout mettre en valeur ce que vous avez dit. Non pas parce que vous ne savez pas, mais déjà, ça va vous faire douter de la légitimité de votre propos. Et en plus, encore une fois, l'IA va chercher les réponses dans des serveurs. Donc, s'il n'y a pas la réponse avec une source francophone, c'est considéré comme une erreur. Ouais, mais serveur, cerveau. Serveur, cerveau, voilà. On choisit. Tu as le micro, si tu as des fulgurances comme ça, Thierry, tu peux les dire. Pas de souci. Donc là, je vous montre un petit peu comment ça
ça se présente quand vous allez chercher un terme avec 2 termes acadiens. J'aime bien surveiller la télévision parce que là, on voit quand même qu'on est dans un néologisme qui vient directement de l'anglais. Et c'est pour ça que bah, je pense qu'on est tous les premiers, enfin, et vraiment moi la première à utiliser de l'anglais, mais c'est encore mieux de traduire. C'est génial de se dire que on est en train de surveiller la télévision. Ça donne quand même un autre ton à la conversation et ça peut créer la surprise, ça peut créer l'étonnement. Le dire, ça légitimise aussi puisque la légitimité vient par l'usage. Et on a en tout cas, ça c'est le travail des linguistes et des sociolinguistes, dans le dictionnaire des francophones, ces phénomènes à observer. Donc les emprunts, les variantes orthographiques, c'est autant de variétés du français qui permettent de mettre en avant la progression de la langue, que ce soit féminiser la langue, on a parlé de la féminisation de la langue française, des nouveaux phénomènes phonétiques, le fameux code switching, donc le fait d'alterner, de passer d'une langue à l'autre. En fait, on a la matière dans le dictionnaire des francophones, il faut se l'approprier. Cet outil n'est absolument pas une fin en soi. Donc, c'est un levier de réappropriation linguistique. Je pense que j'ai assez insisté là-dessus en disant que ça appartient aux francophones. Et je tenais en tout cas à rappeler deux sources, puisque c'est le souhait de Nicoletta. C'est horrible, j'ai l'impression de parler de quelqu'un qui est disparu. Mais non, allez avec nous. Bref, qui voulait citer ces 2 sources, lutter contre le sentiment d'insécurité linguistique et lutter contre la glottophobie. C'est des termes qu'on entend souvent et qui peuvent assez vite devenir vides de sens parce que quand on met pas d'exemple derrière et quand on montre pas les conséquences que ça a d'un point de vue quantitatif et qualitatif pour la vie des francophones, bah en fait ça fait des grands discours un peu politiques il faut lutter contre la glottophobie, il faut lutter contre l'insécurité linguistique. Oui, des chiffres, c'est bien, et des retours directs des francophones qui vivent ces situations, c'est encore mieux. Et c'est en tout cas ce que met en avant, si on va fouiller, si on fait du croisement de données, si on analyse les données, et ben c'est ça qu'on va aussi pouvoir mettre en relief grâce au dictionnaire des francophones. Donc c'est vraiment un outil d'étude, que ce soit pour une courte étude, voilà, ça peut être un exposé, ça peut être, je vous dis... une séance vidéo pour faire les mots du mois avec nous à Lyon 3. Ça peut être un sujet de mémoire, ça peut être un sujet de thèse. Bref, il y en a pour tous les goûts. Alors, je vais finir avec ces dernières dimensions et je vais essayer d'aller assez rapidement. On parle du numérique puisqu'on n'y échappe pas. J'aime beaucoup la pensée de... Je vais prendre mon souffle et je vais essayer de le dire d'un coup. Androutsopoulos, Janice, voilà, qui nous vient de l'université de Hambourg et qui, en gros, va expliquer que Internet n'est pas la vitrine de la francophonie. C'est un acteur. En utilisant Internet, on est comme si on consommait des vidéos sur YouTube. Bah, on est influencé. Donc ça va pas simplement montrer que les jeunes parlent comme ça, regarde sur Internet. Non, c'est leur pratique, au même titre que quand on a utilisé pour la première fois le Minitel, les SMS, WhatsApp. Bon, Minitel, j'ai pas connu, mais voilà. Et, bref, c'est franco-français. Mais en tout cas, c'est quoi l'équivalent au Canada? Non, il y en a pas. Le computer. Le quoi? Le computer? Bah oui. Ouais, ok. Non, mais le tout petit Minitel. Bref, un truc hyper archaïque pour le coup. Et en tout cas, à chaque fois qu'on a eu un nouvel usage du numérique, mais même avec la radio, tout le monde a dit que la radio rendait les gens bêtes et que ça allait tuer l'intelligence, tuer la faculté de réfléchir, de penser, l'esprit critique. En fait, le numérique, c'est un accélérateur de transformation de la pensée et transformation linguistique. Alors, je termine avec la littérature. Pourquoi ? Parce que quand on parle
donner la source de tel ou tel usage, souvent c'est par les auteurs. Et là encore, les auteurs, c'est pas forcément les auteurs classiques, c'est pas forcément les pavés, ça peut être la littérature courte, qui est un format assez adapté au numérique. Et dans cette littérature courte et numérisée, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir l'agrémenter d'images, de sons, d'une écriture collaborative. Il y a beaucoup de concours d'écriture partout dans les aires francophones qui s'appuient sur cette littérature un peu mobile. Et c'est un terme que j'emprunte en tout cas à des travaux de l'UQAM et de l'Université de Laval. Donc la littérature québécoise, réimaginer les pratiques littéraires en culture numérique. Et finalement, on pourrait aussi imaginer qu'on écrit, on est inspiré et on se géolocalise. Ou alors on géolocalise ce que font nos personnages dans différentes régions. Grâce au numérique, c'est tout à fait possible et ça donne des dimensions visuelles et interactives tout à fait pertinentes. Ah bah c'est toi, donc j'ai fini. Voilà, je suis à peu près à l'heure parce que je m'étais réservé 5 à 10 minutes de questions, donc je vous écoute et puis j'espère que ça vous a en tout cas donné envie d'aller voir et puis surtout, même si c'est pas cet outil, parce qu'on n'est pas en train de vendre un outil, c'est un outil gratuit, c'est un outil qui restera gratuit, c'est le produit d'énormément de partenariats qui se font chaque année, mais au moins que la prochaine fois que quelqu'un vous dit que vous vous trompez ou que vous avez fait une erreur, essayez de vous dire que c'est peut-être un usage qui reflète avant tout la diversité linguistique et culturelle de la francophonie. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Oui, je vous écoute. On n'entend rien du tout. On est vieux, non? Moi, je n'entends rien du tout. Parlez plus fort. Je vous mets ça. Non, mais j'ai entendu, moi. Ah, moi, j'ai pas entendu, pardon. Ouais, bah là, c'est bien qu'on l'entende tous. Non? Sinon, je vous invite à faire un partage de connexion avec le téléphone. C'est assez... Et j'en profite, vous avez... alors, évidemment, on le trouve assez facilement sur Internet, c'est pas le problème. Vous avez des... J'ai envie de dire flyers, c'est horrible. Quelqu'un peut m'aider avec... Ben oui, c'est pas un dépliant. Des tracts, merci. Vous avez flyer/tract du dictionnaire des francophones qui sont sur les tables. Donc, vous avez un QR code ensuite pour y accéder directement. Donc, voilà, soyez pas timide, mais Thierry s'occupe de la distribution, donc c'est encore mieux. Oui ? Vous avez parlé d'usage possible de ce dictionnaire par rapport au fait que les universités pouvaient s'en emparer, notamment les étudiants pour leur mémoire ou pour leur thèse. Est-ce que vous entrevoyez d'autres usages universitaires? Merci pour cette question. Alors, effectivement, j'ai parlé de réappropriation scientifique pour bien appuyer la dichotomie entre le fait que ce soit un outil grand public, mais également un outil académique. Donc, il y a vraiment deux jambes à ce projet. Là, les personnes, les statuts, on va dire, qui s'emparent le plus de cet outil, c'est évidemment le réseau des alliances françaises, le réseau des instituts français, tout ce qui va être établissement français à l'étranger. Donc, ça va être des enseignants et des ingénieurs pédagogiques pour évidemment proposer des enseignements à minima hybrides. Ça, j'insiste assez là-dessus. En général, quand je définis des activités clés en main qui s'appuient sur le dictionnaire des francophones, je fais en sorte que ce ne soit pas uniquement numérique et c'est encouragé, voilà, que ce soit hybride. Mais oui, ingénieur pédagogique et réseau des enseignants à l'étranger, sachant que... mais ça, Thierry pourra en parler, Thierry et Christine pourront en parler, c'est une bonne transition. On dit souvent que le dictionnaire des francophones, c'est pour ceux qui ont un niveau C1 ou C2, enfin voilà, qui vont être bilingues. En fait, ça va
aussi servir à la sensibilisation, puisque on a parlé de francophilie tout à l'heure. Quand on va découvrir la langue française, un des moteurs pour l'apprentissage, ça peut être justement de savoir que le français, c'est pas parisiano-parisien, c'est pas seulement des règles de grammaire compliquées à retenir et à apprendre, même pour des natifs. Et j'ai envie de dire surtout pour des natifs, dans le sens où ceux qui parlent la langue française en tant que langue maternelle font autant de fautes, si ce n'est plus, que ceux qui apprennent le français. Donc, c'est en tout cas de sensibiliser. Donc, c'est un outil qui, oui, dans sa manipulation, demande une certaine maîtrise de la langue française, mais peut déjà être un outil pour la sensibilisation à tout public et à ceux qui même découvrent le français. Ne parlez pas un mot. Et quand on dit ne parlez pas un mot de français, je me méfie, puisque avec les mots du mois, on en a 18 épisodes, je crois, ou 19, même dans des régions où je ne pensais pas qu'il y aurait un témoignage. Bah, si, il y a des mots en français qui ont un peu changé de sens, un peu changé d'usage, mais il y a la phonétique, il y a la conscience aussi, ça vient de France, ça parle de la France. Je vous laisse aller voir notamment la vidéo sur la Chine, qui est avec un de mes collègues et que vous connaissez peut-être, Lucien, qui nous a fait part d'expressions françaises en Chine, et c'est assez succulent comme épisode. Voilà, j'ai pas d'autres mots, parce qu'on parle de macarons notamment, mais pas que. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Je suis absolument pile à l'heure, ce qui est un exploit. Donc, questions, hein. S'il n'y a pas d'autres questions, mais on peut déborder. Mais je pense que je suis à l'heure parce que j'ai eu des soucis techniques, c'est pour ça. Question. Oui. Alors, d'abord, je voudrais vous remercier pour cette excellente conférence. Et j'aimerais vraiment dire que, en fait, nous, du Canada, on salue énormément la contribution du dictionnaire, qui est vraiment exceptionnelle, à un outil inégalable. Ma question, en fait, simplement, c'est quel est l'avenir de ce dictionnaire? Quels sont les prochains chantiers pour enrichir encore le dictionnaire de nouveaux mots et en même temps de nouvelles perspectives? Excellente question, parce que le but de tout outil numérique, c'est d'évoluer. Donc, on va faire confiance aussi aux nouvelles